Quel est le problème avec le F-35 depuis le retour de Donald à la Maison-Blanche? Eh bien, c'est la question que je vais poser ce matin à Frédéric Lert. C'est moi. Allez, n'ayons pas peur des mots, un des meilleurs connaisseurs du cas F-35 en France. Depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, tous les pays qui ont acheté des F-35 se posent des questions. Alors ça concerne 19 pays, dont une douzaine d'Européens. Et puis il y a aussi ceux qui sont sur le point d'acheter des F-35 et qui, pour l'instant, temporisent. Est-ce que les propriétaires de F-35 ont vraiment aujourd'hui une raison d'être inquiets ? Ils ont sans doute des bonnes raisons, et ils auraient dû avoir des raisons aussi d'être inquiets déjà hier, et pas qu'aujourd'hui, hier et avant-hier et la semaine dernière aussi. Le F-35 est un programme qui pose des soucis et des questions à tout le monde depuis plus de 20 ans maintenant. Alors quel genre de questions ? Mais des questions techniques, des questions opérationnelles, des questions politiques, toutes les questions possibles et imaginables. Alors c'est bien de se poser des questions dans la vie, cela dit. Mais là, ce sont des questions qui sont très engageantes pour des questions de souveraineté, de technologie, de coûts aussi. Mais c'était pas déjà vrai avec d'autres avions, par exemple le F-16, il y en a partout dans le monde C'est toujours vrai avec tous les avions de combat, bien sûr. Ce sont des outils je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le mot magique de souveraineté. Et il est légitime et il est même bienvenu de se poser des questions quand on s'engage pour plusieurs décennies sur un avion de combat. Ouais. Alors tu l'as dit, il y a le cas, on parle du cas F-35, ça on le connaît depuis longtemps. Il y a le cas Donald Trump aussi, et puis il y a le cas américain d'une façon générale, qui tout ça mis bout à bout fait que on est dans une situation un peu, on est dans une espèce de marécage compliqué à gérer. Et ce qui a changé au niveau de la donne, c'est que jusqu'à maintenant, c'était les Européens principalement, mais également d'autres pays comme le Japon, le Canada, qui achetaient un avion à un partenaire, à un allié. Le fait que Trump dise notamment qu'il veuille quitter l'OTAN, qu'il remette en question tout un tas d'alliances, est-ce que c'est là qu'est le problème ? Bien sûr. Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui fait... Allez, on va tenter un truc. C'est ce que quand les anglo-saxons te disent que la merde arrive dans le ventilateur, voilà, là, elle est bien arrivée dans le ventilateur et tout le monde est éclaboussé. Pour faire un raccourci, on a quand même deux pays qui sont le Canada et le Danemark, qui sont des pays partenaires du programme F-35 et qui sont aujourd'hui sous la menace, on va le mettre entre guillemets, mais d'une invasion américaine. Donc on est dans ce paradoxe phénoménal qui n'a jamais été vu, c'est que des pays achètent un avion de combat pour se protéger, ils achètent aussi en même temps la protection américaine en achetant l'avion. Et puis quelques années plus tard, on leur apprend que le gars à qui ils ont acheté l'avion, finalement c'est celui qui va les envahir. Et alors donc ils peuvent pas utiliser l'avion contre l'envahisseur ? Alors on en parlera un petit peu plus tard, mais déjà ça pose quand même une question fondamentale que personne aurait osé imaginer il y a quelques mois. On est dans une situation totalement nouvelle qui bouleverse les cartes. Alors on parle du Danemark et du Canada parce que ce sont eux qui sont en pointe aujourd'hui avec les histoires du Groenland et puis de l'annexion possible du Canada. Mais par ricochet, tout le monde se pose des questions sur les États-Unis et sur le F-35, effectivement. Oui. Parce que le F-35, notamment quand l'Allemagne en a acheté, on a présenté cet avion comme le porteur de l'arme atomique américaine. Oui. Et c'est plus vrai, ça ? C'est encore un autre paradoxe qui est très goûtu, c'est que les Allemands qui veulent pas de centrales nucléaires civiles sur leur territoire, qui veulent faire du charbon, acceptent totalement, enfin quand je dis les Allemands, c'est le pays en entier, dans sa globalité, finalement se portent volontaires, sont les premiers à lever le doigt quand il s'agit de porter des armes nucléaires américaines sur leur sol. Ça, c'est quand même aussi un truc assez étonnant. Les Allemands sont des bons élèves, bien dans le rang, et donc ils ont évoqué la possible remise en question. Les Allemands veulent en acheter 35. Voilà, ils se sont décidés pour acheter 35 F-35. Ils ont déjà signé ? Ils ont pas signé la commande, ils ont signé... c'est une bonne question, je ne sais plus où ils en sont exactement. Il y a eu des allers-retours, il y a une partie du personnel politique qui remet en cause cet engagement, mais le contrat lui-même n'est pas signé, je pense pas. Non. Mais alors justement, si on raisonne en termes de contrat, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont signé, qui ont annoncé qu'ils achetaient des F-35, mais qui ne les ont pas encore reçus. Oui. Est-ce qu'ils peuvent faire machine arrière, sachant que les règles ne sont plus les mêmes ?
Il faut demander aux avocats qui vont s'en mettre plein les poches sur ce coup-là. Le Canada est dans cette situation. Le Canada, c'est une histoire extraordinaire. Hein. Je crois que le premier achat du F-35 avait été décidé il y a un peu moins de 20 ans par un gouvernement canadien. Il avait été remis en question et combattu par l'actuel Premier ministre, Trudeau. Qui n'est plus Premier ministre, hein, Trudeau. Oui, qui y était il y a quelques semaines encore. Mais est-ce qu'il a été confirmé d'ailleurs, le nouveau ? Oui, c'est confirmé, c'est fait. Oui, on l'a vu à Paris il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a des tas de gens qui viennent à Paris et qui ne sont pas confirmés. Hein. Il y en a même qui viennent à Paris, qui ont la Légion d'honneur et qui se font virer après dans une révolution quelques années plus tard. Ouais. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Donc, pour revenir au Canada, il y a eu des va-et-vient assez étonnants. Le F-35 a été sélectionné une première fois. Il a été la sélection a été cassée. Ils ont racheté des avions d'occasion des F-18 en Australie. Il y a eu une deuxième compétition. Le Rafale était en compétition avec l'Eurofighter, le Gripen. Le Rafale et l'Eurofighter se sont retirés de la compétition qui n'était pas jugée honnête. Le Gripen est resté face au F-35 qui a été finalement sélectionné une deuxième fois par donc ce Premier ministre qui l'avait désavoué une première fois. On tourne en rond, c'est du vaudeville, c'est du fédo, c'est tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, donc, le Canada a signé pour 88 machines pour plus de 14 milliards de dollars. 88 ? Voilà. Donc ça va être très compliqué pour eux de revenir en arrière, même s'ils sont effectivement, il y a un mouvement très fort au Canada pour remettre en question ce contrat pour les raisons qu'on connaît, parce que le Canada aujourd'hui est en première ligne dans les appétits impérialistes de Donald. Dans les mouvements de va-et-vient, la Suisse est pas mal non plus. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus feutré. Effectivement, la Suisse, on se souvient aussi de cette compétition assez surréaliste, où effectivement la recharge d'un intercepteur aboutit sur un avion qui est avant tout un bombardier quand même aussi. Donc la Suisse opte pour le F-35, sans qu'on sache trop pour quelles raisons. Et puis aujourd'hui, il y a une remise en question, mais une remise en question dont on ne sait pas trop finalement quelle est l'ampleur, puisque c'est par médias interposés. Donc les médias mettent l'effet de loupe sur ce qu'ils veulent mettre en avant. Voilà, on évoque peut-être une votation nouvelle, mais là c'est pareil, le contrat est signé, donc c'est compliqué. Hein. Et alors, d'une façon beaucoup plus globale, où en est le programme F-35 aujourd'hui ? Parce que bon, le premier client du programme F-35, c'est quand même les États-Unis avec les différentes armes. Armée, oui. Les États-Unis, ça représente à peu près aujourd'hui 60% des ventes du F-35, ce qui est à la fois beaucoup et finalement assez peu. Parce que le revers de la médaille, c'est que 40% des ventes du F-35 dépendent de l'exportation. Tout le modèle économique du F-35 quand même dépend aussi de cet énorme marché à l'export. Tu le disais tout à l'heure, 19 pays clients, une douzaine en Europe. Le continent européen est un continent F-35, c'est ça qui est terrible. Et on en est aujourd'hui à un peu plus de 1000 avions fabriqués, 1100, un peu plus de 1100. Lockheed Martin a fabriqué en 2024 une centaine d'avions, 110 je crois. Donc ça, c'est la capacité de production actuelle du F-35, oui. C'est un peu plus de 100 avions par an. Oui, quand je dis Lockheed Martin, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait précis, parce qu'il y a tu as trois chaînes aujourd'hui de fabrication du F-35. Tu as les États-Unis, bien sûr, l'Italie, qui fabrique les avions pour ses propres besoins et pour la Hollande, et puis le Japon. D'accord. Mais l'essentiel de la fabrication se fait quand même aux États-Unis. Et puis donc 110 en 2024 et l'ambition d'en faire 150 à peu près en 2025. D'accord. Les pays clients du F-35 ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certains ont des avantages par rapport à d'autres. Tu distingues combien de catégories de clients ? Enfin, il y a le winner et puis il y a les losers. Alors le winner. Non, on va le garder pour la fin. Fin. Oui. Moi, je mettrais quand même la Grande-Bretagne en première sur la plus haute marche du podium des losers, parce que la Grande-Bretagne est un partenaire de premier rang, et le partenaire de premier rang. Au lancement du programme, ils se sont engagés de façon très volontaire, avec beaucoup de volontarisme. Ils ont fait des gros chèques. Et puis, et là, on va aborder le fond du problème. À un moment donné, ils ont levé le doigt, mais c'est pas jeune, hein, ça remonte à 2006. Ils ont levé le doigt en disant, tiens, en fait, puisqu'on est partenaire de premier rang et qu'on met énormément d'argent dans le programme, et que Rolls-Royce participe à la motorisation, British Aerospace participe à l'avionique, on aimerait bien avoir quand même un accès total à l'avion, et notamment à ces fameux codes sources et à cette connaissance intime des calculateurs qui sont le cerveau de l'avion. Et puis, il y a eu un bras de fer, et les Américains ont gagné le bras de fer. Donc les Britanniques se sont retrouvés
retrouvés avec beaucoup d'investissements sur cet avion et puis ils se sont retrouvés gros gens comme eux devant. Quand tu dis beaucoup d'investissements, ça veut dire que c'est Rolls-Royce qui a pris en charge le développement du moteur? Non. Alors à la limite, Rolls-Royce, c'est un investissement, mais c'est aussi un retour sur investissement. Oui. Rolls-Royce, c'était le spécialiste des soufflantes. Rolls-Royce a réalisé la soufflante, la version à décollage court et atterrissage vertical. Non, les investissements, c'est les crédits publics pour le développement de l'avion, tout simplement. C'est de l'argent qui a été mis dans le développement du F-35. C'est le ticket qui a été acheté par les Britanniques pour pouvoir gagner ce titre de partenaire de premier rang. C'est aussi les Américains qui avaient un problème de porte-avions, non, avec le F-35, non? Non, c'est les Britanniques. Alors effectivement, quand je te dis qu'ils se sont engagés ils ont mis le doigt et là ils se sont engagés jusqu'à l'épaule, c'est qu'ils ont bâti leur modèle militaire sur l'utilisation du F-35 à décollage court et atterrissage vertical, le F-35B. Ils ont construit ces deux énormes porte-aéronefs qui sont 1,5 ou 2 fois plus gros que le Charles de Gaulle, qui ne peuvent emporter que des avions à décollage court, ce qui est une bêtise monumentale aussi. Donc voilà, la Royal Navy s'est elle aussi endettée jusqu'au cou pour autour du F-35B, la Royal Air Force aussi, enfin voilà, tout le monde y est jusqu'au cou, et puis aujourd'hui, ils se retrouvent avec ce fameux problème de contrôle réel de l'avion, qui contrôle quoi dans cet avion. Donc voilà, pour revenir à ta question... Oui, donc ça c'est le premier cas de figure, voilà. Donc c'est un cas particulier, c'est le Royaume-Uni qui s'est engagé, comme tu le dis, très très tôt, et qui a les pieds et poings liés avec les États-Unis et qui est obligé aujourd'hui d'avaler toutes les couleuvres possibles. Voilà, oui. Et puis alors tu parlais donc des partenaires industriels, hein, donc tu citais l'Italie, le Japon, la Hollande aussi. Et la Hollande. La Hollande fait de la maintenance et c'est un très gros hub logistique aussi. L'Italie fait de l'entretien également et puis de la fabrication, de l'assemblage. Et le Japon fait de l'assemblage. Donc eux, ce sont effectivement des pays qui ont obtenu des retours sur investissement assez conséquents. La rançon du progrès, c'est que là aussi, ils sont pieds et poings liés, ils doivent acheter des avions et quoi qu'il en coûte. Oui, alors ils doivent acheter des avions, mais d'un autre côté, ils peuvent se rattraper en entretenant les flottes européennes, par exemple. Oui, pour ce qui est de l'Italie et de la Hollande. Apparemment, ils sont moins perdants que les autres. Apparemment, après, très honnêtement, je parle, j'adore dire ça, mais je parle de choses que je maîtrise mal, parce que qui connaît les chiffres à 10 milliards près, quoi, sur la durée du programme, sur 40 ans. Ouais. Et puis donc, après, il y a les clients standards qui, eux, se sont contentés d'acheter un avion en espérant pouvoir l'utiliser. Oui. Et ceux-là, c'est la majorité. C'est la majorité, oui. On va dire aujourd'hui, c'est une bonne douzaine de pays qui sont dans cette espèce de ventre mou. Ils achètent. Alors, ils ont acheté les avions, ils ont espéré acheter une protection américaine. Là, 40 c'est encore raté, quoi. Et puis, ils achètent des pièces, ils achètent de la maintenance, ils achètent de la formation, ils achètent des munitions, aussi important, les munitions. Et puis après ils s'assoient sur leurs mains, quoi. Ouais. Ils regardent ce qui se passe. Et puis il y a le winner. Ah, le winner. Roulement de tambour. Alors, le winner, ce sont des gens malins. C'est les Israéliens qui ont qui voulaient pas trop l'acheter au début, le F-35, qui ont fait monter les enchères. Ils ont négocié, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, a priori, pour le peu qu'on en sache. Donc ils ont un accès total à l'avion. Ils ont leurs propres avions d'essai d'ailleurs, qui leur permettent de développer leur propre système d'armes, leur propre système avionique, de contre-mesures électroniques. Enfin voilà, donc ils sont vraiment maîtres chez eux. Et c'est la vraie définition de la souveraineté, finalement. Donc eux achètent des avions, ils se sont fait tirer l'oreille. Comme ils ont quand même une image de marque, c'est un client quand même qui est écouté dans le monde. C'est comme quand Singapore Airlines ou les entreprises, les compagnies aériennes du Golfe achètent des avions, ils sont quand même très, très écoutés. Et je pense que les Israéliens ont mis ça dans la balance aussi. Ils ont dit, écoutez, on obtient ce qu'on veut, soit on se retire du programme et vous aurez sur le dos cet échec commercial chez nous. Donc voilà, les Israéliens ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc ce sont les seuls à pouvoir utiliser librement et totalement le F-35 ? A priori. D'accord. Et ça donne pas des idées aux autres ? Des idées aux autres ? Les idées, tout le monde peut en avoir, tout le monde a des idées, c'est bien. Après, il faut réussir à aller au bout de ses idées et avoir les moyens de convaincre celui que tu as en face de toi, quoi. Mais alors, comment Trump peut empêcher un pays d'utiliser le F-35 ? Comment Trump, le Pentagone, Lockheed Martin... Alors,
On a beaucoup parlé dans la presse et dans les médias, il y a ce fameux kill switch là, qui est apparu. Kill switch. Oui. C'est le bouton rouge sur lequel Trump, dans son bureau, est censé appuyer le jour où il est énervé et qu'il veut arrêter les avions, et les avions s'arrêtent instantanément. Tout le monde est à peu près d'accord. Les Américains ont dit non, ça va pas la tête, ça n'existe pas. Enfin voilà, tout le monde est a priori d'accord là-dessus. Il n'y a pas de bouton rouge sous le bureau de Trump. Mais il y a quand même un moyen de... Il y a plusieurs moyens, mais il y a les moyens qui sont bien connus et qui sont déjà utilisés sur notre machine. Hein. On va parler de l'Iran, par exemple. Les Américains ont inondé l'Iran d'avions, d'hélicoptères, de matériel aéronautique dans les années 70. Notamment les F-14. Notamment les F-14. Du jour au lendemain, révolution islamique en Iran, embargo total des Américains, modulo l'affaire des contrats où ils ont filé des pièces en douce, enfin voilà, mais on va dire dans les grandes lignes. Et donc ils ont pensé de tenir les Iraniens par la livraison des pièces détachées, du suivi technique et tout. Après, il y a deux cas de figure. Il y a le pays qui effectivement s'en sort pas parce qu'il n'y arrive pas, s'il n'y a plus ce soutien de l'industriel derrière, s'il n'y a plus le soutien étatique. Et puis il y a le pays qui se débrouille, comme ont fait les Iraniens depuis 45 ans, et qui arrive bon an, mal an, à faire voler les avions, en organisant des filières, enfin voilà. Donc ça, c'est un premier truc, c'est très simple. Quand tu dis organiser des filières, ça veut dire essayer de récupérer des pièces détachées ailleurs Oui, soudoyer des gens, monter des sociétés écrans pour importer, faire le tour de la Terre 18 fois aux pièces avant qu'elles arrivent là où elles doivent arriver. Ça peut marcher avec des vieux avions, des vieux hélicoptères comme le F-14, mais avec un avion moderne comme le... C'est une autre paire de manches. C'est autre chose, là. C'est une autre paire de manches, effectivement. Alors, en même temps, c'est tellement tentaculaire, la gestion des pièces détachées. Il faut imaginer qu'il y a donc ces 19 pays clients, plusieurs centaines d'avions, et il y en a 150 nouveaux qui arrivent chaque année. Différents hubs logistiques. On imagine le casse-tête informatique pour gérer les millions ou les dizaines de millions de pièces qui circulent et pas en perdre une seule, quoi. Donc c'est vrai que c'est un avion récent, a priori les choses se mettent en place, on peut dire que c'est fait sérieusement, mais on peut dire aussi que c'est tellement tentaculaire qu'il y a peut-être des fuites ici ou là. Quoi. Oui, mais on n'en est pas encore là. Mais bon, au-delà des pièces détachées là, qui composent la structure de l'avion, il y a quand même tout le cœur de l'avion, toute l'informatique. Il y a tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas, et c'est là où il y a vraiment le problème. Alors ça, c'est une deuxième chose, c'est une deuxième étape, c'est un deuxième niveau, effectivement. Le F-35 a ce site formidable, c'est qu'il est connecté. Quoi qu'on fasse. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un pays utilise le F-35, les États-Unis savent exactement ce qu'il fait ? Oui. À ce point-là ? A priori, oui. Tout est basé sur un système de maintenance. C'est comme nous, quand on utilise notre iPhone, Apple sait exactement ce qu'on fait avec ? C'est ce qui se dit. Je ne suis pas informaticien, moi je suis comme pauvre journaliste pigiste. Mais bon, on peut faire appel au bon sens dans ces affaires-là. L'analogie est très bonne. Moi je compare le F-35 à un iPhone. Et alors il y a la question pas trop des pièces détachées pour l'iPhone, mais la question des remontées d'informations qu'on ne contrôle pas du tout. Et ce qui est certain, c'est que tout passe par les États-Unis, tout remonte aux États-Unis, toute la logistique remonte aux États-Unis. Et pour que la logistique, notamment, et la maintenance remontent aux États-Unis, et aujourd'hui on parle beaucoup de maintenance préventive, par exemple. Pour faire de la maintenance préventive, il faut suivre minute par minute l'utilisation de l'avion. Et donc ça remonte aux États-Unis. Donc les États-Unis savent exactement qui fait quoi avec les avions. En matière de développement, tout est centralisé aux États-Unis, donc chaque pays a son petit bureau sur une base américaine. Donc tu as le bureau italien, le bureau portugais, enfin pas le portugais, pardon, pour le lapsus, on va en parler tout à l'heure. Tu as les 19 pays, avec une présence américaine dans chaque bureau. Donc, plus le pays est sympa, moins il y a d'Américains, plus le pays est suspect ou du tiers-monde, comme les pays européens sont du tiers-monde, plus tu as d'Américains dedans pour contrôler et gérer l'affaire. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça date d'avant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Donc, c'est un problème systémique. Et donc, les clients auraient dû être peut-être un petit peu plus sensibles. Oui, mais c'était la fête. À l'époque, ils achetaient un avion ils achetaient un avion de 5e génération, le meilleur avion du monde. Celui qui était présenté comme le meilleur avion du monde. Oui. Mais là, je suis ironique. Oui, d'accord, c'était de l'ironie, d'accord. J'avais pas. Donc,
Et puis il y a un pays qui a son propre bureau de développement chez lui sur son sol, c'est les Israéliens. Mais tout le reste, effectivement, est contrôlé. Et donc le c'est jour... 19-1 chez Lockheed Martin et +1 en Israël. Oui. Et là, je vais grossir le trait, mais le jour où les Américains changent le verrou sur la porte du bungalow sur la base de, je sais plus sur quelle base ils sont, Nellis ou une autre, ou celle où ils entraînent les pilotes étrangers, et la base, le nom de la base m'échappe. Mais voilà. Ils changent le verrou, les mecs ils arrivent, ils n'ont pas la clé du verrou, ils rentrent pas dans leur... Ça peut aller jusque-là ? Mais là, je grossis le trait, mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée. Ouais. C'est pareil. On parle de, si on continue l'analogie avec l'iPhone, c'est les mises à jour. Je suppose que sur un engin comme aussi sophistiqué que le F-35, des mises à jour, il y en a en permanence. Je suppose aussi. Oui. Et puis c'est même pire que ça, parce que tu vas pas a priori faire la guerre avec l'iPhone. Le F-35, c'est quand même un avion de combat, ce qui veut dire que en matière d'avion de combat, tu as le temps de paix. Tu as le temps de guerre. Et là aussi, je vais grossir le trait. Mais les deux avions, l'avion du temps de paix et l'avion du temps de guerre, sont pas les mêmes. Le jour où tu dis, bon, allez, on part faire la guerre, tu passes dans un mode d'utilisation de l'avion et notamment des systèmes embarqués qui est différent. Tu vas changer certains fonctionnements du radar, tu vas changer peut-être certaines formes d'ondes. Le but, c'est de tout ce qui a été pu être écouté auparavant par les systèmes des adversaires potentiels soit rendu caduque. C'est une chose qu'on a vue en Ukraine. Beaucoup de choses qu'on pouvait savoir, que les Occidentaux ou l'OTAN ou les Américains pouvaient savoir, par exemple, sur les radars russes ou les systèmes de défense aérienne russes, ont été échangés dans la nuit, du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de choses à réapprendre sur l'ennemi que tu as en face de toi. Et ça, si tu n'as pas accès à tes bibliothèques de menaces, à tes fonctionnements intimes, tes modes de fonctionnement intime de l'avion, tu peux pas les changer, quoi. Et tu te retrouves à aller à la guerre avec un avion temps de paix. Donc c'est un peu gênant. Dans le contexte actuel où il y a des menaces un petit peu partout, et notamment en Europe, on comprend donc mieux pourquoi les pays clients du F-35 sont fébriles en ce moment alors. J'espère qu'ils sont fébriles. Alors le problème, c'est qu'il y en a qui sont pas trop fébriles. Qui, par exemple ? Tu veux que je cite des noms ? Oui. T'as les bons élèves de la classe, par exemple l'Allemagne, l'Italie. Il y a ceux qui ont des très gros intérêts industriels aussi dans le truc. Tu as peut-être aussi l'Europe de l'Est. Alors ils ont pourtant des raisons d'être anxieux, des gens comme les Polonais qui sont en première ligne. Et puis il y a ceux qui sont pas fébriles parce que ils se disent on va faire le dos rond. On va attendre 4 ans et puis tout va revenir à la normale. Et c'est l'histoire du type qui tombe par la fenêtre et qui tombe et puis qui dit jusque-là tout va bien, quoi. Jusqu'au moment où il rencontre son ami le trottoir. Et dans le cadre d'une coalition européenne, par exemple, on l'a dit, l'Europe c'est 12 clients du F-35. Donc dans le cadre d'une coalition européenne, on va avoir donc des nations qui sont très très proches des USA, d'autres qui en sont un petit peu plus éloignées, surtout un peu plus indépendantes. Tous les F-35 seront mis à jour en même temps, ou est-ce qu'ils pourraient être mis à jour certains et d'autres pas ? Je ne comprends pas là un peu comment ça pourrait fonctionner dans le cadre d'une coalition. Je ne sais pas. Moi non plus, mais c'est vrai qu'on entre en terre inconnue avec cette histoire. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de certitudes, mais il faut se méfier des certitudes. Souviens-toi de ce que disait Voltaire. Le doute est inconfortable, mais la certitude est absurde. Et c'est vrai qu'on vivait dans une douce certitude, et aujourd'hui on se retrouve avec des doutes, avec des questions qu'on se posait pas auparavant et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Sur le fond, de toute façon, on l'a vu dans les exercices, autant le F-35 sait travailler, les autres avions savent travailler avec le F-35, il y a des procédures communes, il y a des engagements communs, mais on ne sait pas jusqu'où le F-35 peut être tripoté à distance et peut être limité dans ses capacités ou pas, quoi. Les travaux de développement des systèmes embarqués du F-35 continuent. C'est un avion comme le Rafale qui passe du standard F-3 ou F-4, et puis là on va travailler sur le F-5 dans quelques années. Donc les blocs du F-35 continuent à développer, les pays partenaires continuent de travailler sur des systèmes d'échange avec les Américains. Enfin voilà, la devanture elle est un peu mal en point, mais derrière dans l'arrière-boutique ça continue quand même d'avancer. Mais il y a toujours une épée de Damoclès sur qui fait quoi, jusqu'à quand, comment, avec quels objectifs, quoi. Donc alors en résumé, le kill switch, il faut s'en méfier ou pas ? Toujours, mais il y a aussi, ça, on l'a pas évoqué, il y a aussi cette possibilité d'une bombe informatique dans l'avion. Là, on est un peu dans le... Tom Clancy, là.
Ouais, Tom Clancy, ouais. D'un virus caché qui serait activé le jour J. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, non? Un cheval de Troie, ouais. Informatique, pour le coup. L'avion, un jour, sur ses capteurs, il est bardé de capteurs. Il reçoit sur son système de contre-mesure électronique, tac, un message ou un signal qui déclenche cette bombe informatique et puis qui paralyse l'avion ou qui l'oblige à un reset. Voilà, en plein vol, ça fait des ordres, tout s'éteint et puis l'avion se reset. Enfin, c'est possible, mais on a quand même un petit peu du mal à l'imaginer parce qu'on peut aussi penser à l'inverse, c'est-à-dire que cette bombe informatique qui se déclenche toute seule, hein, et là, ça serait quand même assez ennuyeux, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas l'imaginer? Parce qu'on s'est rendu compte, alors on parlait de Tom Clancy, quand on a découvert ces romans, on se disait mais c'est incroyable, c'est de la science-fiction, et puis quelques années après, ça se réalisait. Parce qu'il était très très bien documenté. Est-ce que là on ne peut pas imaginer que Lockheed Martin, le Pentagone, ait glissé quelques Pots de banane. Oui, éventuellement des pots de banane dans le système du F-35, en se disant, on ne sait jamais, il peut y avoir des retournements. L'Irak peut servir d'exemple de retournement aussi. Jamais on n'aurait cru que les F-14 pourraient... L'Iran, tu veux dire? L'Iran, oui. Pourrait être utilisé contre les Américains. Oui, ou se battre contre des mirages F1, c'est ça qui est beau aussi. Oui. Voilà. Oui. Tout est imaginable, c'est ça, on vit dans une époque merveilleuse où on peut imaginer des tas de choses, mais ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de la bombe informatique, c'est que c'est à manier avec précaution parce que ça peut se retourner contre son instigateur. Hein. C'est une bombe, d'une certaine manière, c'est forcément instable. Donc c'est quand même dangereux de mettre un tel dispositif dans un avion, sachant qu'il peut y avoir un court-circuit quelque part. Enfin, c'est une image. Et puis, la bombe te pétait au visage comme ça sans prévenir, sans que tu le veuilles. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des moyens finalement plus simples, plus discrets, plus doux et tout aussi efficaces. Alors ça va prendre quelques jours, quelques semaines, mais si on te coupe les vivres au niveau des pièces, si on te coupe les vivres au niveau des échanges informatiques, du suivi des avions, de la maintenance, pendant quelques jours ça peut marcher. Et puis à la fin, ton iPhone, il n'y a plus rien qui marche. Tu perds des applications et il faut que tu réapprennes à écrire et envoyer des lettres par la poste. Pour les 19 pays qui ont signé, mais il n'y a pas de porte de sortie, donc ils sont pieds et poings liés. À part Israël. Oui, je pense, ou alors, mais on n'imagine même pas le gâchis que ça pourrait être de renoncer à un contrat, vu le niveau d'investissement consenti pour ces avions. Il y a l'aspect, il faut payer les avions, bien sûr, il faut payer les pièces, on l'a dit tout à l'heure, il faut payer la formation des équipages, il faut payer l'infrastructure. La Belgique et la Hollande ont refait des bases aériennes entières pour accueillir les avions. Et notamment, on revient sur la question des liaisons informatiques, mais tu as des pièces entières qui sont consacrées uniquement à la gestion des réseaux informatiques. Hein. Quand le F-35 se déplace, quand il part en déploiement, il faut monter de toutes pièces, c'est le cas de le dire, un local spécifique sécurisé pour installer les réseaux informatiques. Alors ça se fait aussi avec le Rafale, mais c'est quand même pas la même échelle. Et puis le Rafale, c'est en franco-français, c'est quand même plus simple à gérer. Et alors, il y a 19 clients déjà... Et puis il y a des prospects. On a parlé du Portugal. Ouais, j'ai fait ce lapsus tout à l'heure, oui, parce que le Portugal est sur la ligne des prospects. Alors quand on dit prospects, ça veut dire qu'ils en sont à quel stade dans la négociation? Ça veut dire qu'il y a quelques mois ou un an, 2 ans, 3 ans, le ministre de la Défense en poste ou le Premier ministre ou le président local a dit tiens, finalement on va acheter du F-35. Alors c'est plus qu'un prospect, mais il n'a pas encore signé. Il n'a pas mis le doigt dans l'engrenage, mais il a montré l'engrenage. C'est le cas du Portugal, hein, qui a exprimé son intérêt pour acheter une 24 ou 35, il faudrait que je regarde mes anti-sèches. Mais il n'a pas encore signé, ce qui lui permet d'être assez vindicatif et démonstratif dans les médias en disant taratata, nous on va remettre en cause on peut remettre en cause ce F-35. Alors le Portugal, c'est pas un big player, hein, c'est pas eux qui vont changer le cours de l'histoire, ça ferait désordre quand même, mais d'une part, ils risquent de le payer cher, hein, il y aura peut-être des mesures de rétorsion s'ils le font, et puis c'est compliqué parce que à chaque fois, tu te prends 3, 4, 5 ans dans la figure. Il faut reprendre à zéro un processus de sélection, il faut relancer un appel d'offres, enfin c'est pas anodin. Et l'exemple du Canada est là pour faire réfléchir beaucoup de monde, hein. C'est un pays qui a mis 20 ans pour se décider en faveur du F-35. Et il s'était décidé très tôt.
Alors Trudeau, le Premier ministre canadien, disait que justement, s'il a changé d'avis, lui, c'est parce que le pays s'était décidé trop tôt vis-à-vis du F-35, l'avion n'était pas mature, n'était pas mûr, toujours pas à 100% aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de commander 88 avions. Mais voilà, tout ça est un ensemble, c'est un train qu'il est très difficile d'arrêter, qui est sur des rails et qu'il est très difficile d'arrêter. Et à part le Portugal, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont sur le point de signer ou qui étaient sur le point de signer ? J'ai pas révisé la question. Non, mais il y en a très certainement, oui. Il ouais. y a des prospections partout dans le monde. Ouais. Le F-35 continue son travail d'hégémonie et de tâche d'encre. Je pense qu'il a fait à peu près le plein en Europe. Il y a le reste du monde, oui. On parlait tout à l'heure des bons clients aussi. Il y en a un qui me revient en mémoire, c'est l'Australie, qui est un très bon élève aussi dans la classe, qui a sacrifié son programme de sous-marins pour aller rejoindre les États-Unis et qui s'en mord les doigts. Des sous-marins français. Alors oui, qui avait été effectivement, qui aurait pu être français et qui finalement seront américains. Même chose pour les hélicoptères, hein. Ils sacrifient leur flotte d'hélicoptères pour aller vers les Américains, et puis ils sont allés vers les Américains directement pour le F-35. Et donc là, en conclusion, est-ce que le Rafale a une carte à jouer ? Parce que souvent, le Rafale se retrouve dans la balance face au F-35. Il est souvent en shortlist. De mémoire, le F-35 a toujours gagné. Contre le Rafale, mais aussi contre le Super Hornet. Hein. La première victime du F-35, c'est peut-être le Boeing et le Super Hornet, qui a systématiquement perdu, et notamment contre deux anciens pays utilisateurs du Hornet, donc pour le coup, d'ancienne génération, le Canada et la Finlande. Le Canada, ça a été une très grosse surprise, parce qu'on imaginait que les Canadiens voulaient, pour survoler leurs vastes étendues de forêts et de glace, ils voulaient un bimoteur, ils sont partis sur l'F-35 monomoteur. La Finlande aussi, le Rafale était en compétition aussi en Finlande et a perdu contre le F-35. Donc le F-35 a été justement assez redoutable pour ça. Et donc les doutes actuels qui entourent le F-35, est-ce que ça redonne pas des chances aux autres concurrents et notamment au Rafale. Le Rafale c'est un badin très positif actuellement. Il est sur une bonne pente de grimper, ça c'est certain. Mais c'est vrai que tout ce qui peut nuire à la crédibilité du F-35 et d'une manière générale aux États-Unis, si on n'est pas trop bête, on peut s'en servir. Et peut servir aux intérêts européens et français. Mais l'histoire est un éternel recommencement. On sait que tous les 20 ans ou 30 ans, c'est pas très bon de s'adosser à la puissance américaine. On a l'exemple afghan, on a l'exemple irakien, on a eu l'exemple vietnamien auparavant, et on pourrait multiplier les exemples. L'avantage avec Trump, c'est qu'au moins, même les aveugles le voient bien, quoi. Tu veux ajouter quelque chose ? Parce que je vois que tu avais 4 pages d'anti-sèche. Oui, mais en fait, ça sert à rien. C'est le doudou émotionnel du type qui parle. Puis ça me servira pour faire des articles sur Aérobuzz. D'accord. Donc, on donne rendez-vous sur Aérobuzz. En guise de conclusion... Mais tu m'as déjà fait le coup il y a 5 minutes, escroc, vendu, pourri. Non, mais en guise de conclusion, acheter du Rafale. Honnêtement, non, mais c'est pas parce que j'habite à côté de Mérignac et que je trouve qu'Éric Trappier est un chef d'entreprise magnifique, mais et que le Rafale est un bel avion et que chez Dassault ils font des Falcons aussi et que voilà. Mais d'une façon générale... Ça, c'est de la conclusion. Et la conclusion de la conclusion, c'est que c'est vrai, et là encore, mais finalement, tout revient à une leçon d'histoire dans cette affaire. Mais historiquement, à quelques exceptions près, on s'aperçoit que la France est quand même beaucoup plus libérale dans la vente de ses avions, et le client est quand même relativement plus libre de ce qu'il peut faire avec ses avions. Alors, bon, il y a eu l'époque gaullienne où les Israéliens se sont pris un coup sur le bec avec l'embargo sur les Mirage 5. Là, ils ont compris, du coup, et maintenant, ils vont acheter chez les Américains, voilà. Donc, à suivre.